Ils sont partout, accrochés en pendentifs, tatoués sur nos épaules, sur les devantures de nos commerces, les symboles. Caducée, arbre de vie ou arbre de séphiroth, yin et yang. Bref, ce matin, je vous propose de réviser et d'approfondir l'histoire de ces signes mythiques. D'où viennent-ils ? Quels sont leurs pouvoirs? Leur représentation a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Avec nous, pour décrypter ces emblèmes, notre invitée spécialiste du sujet, Aurore Larcher, nous racontera également son parcours hors du commun. C'est parti pour 52 minutes qui font beaucoup de bien. Aurore Larcher, merci d'être venue de si loin. Vous arrivez de Martinique pour venir nous voir. Oui. Alors vous êtes auteure, conférencière, psychopraticienne en hypnothérapie, mais vous êtes surtout une grande exploratrice, passionnée par l'éveil. Alors vous vous êtes aventurée sur la terre fabuleuse qui est de plonger dans les civilisations anciennes pour analyser leurs mythes, leurs symboles, source, selon vous, de connaissances, d'éveil, même de bonheur absolu, attention, et on pourrait s'en inspirer dans notre vie quotidienne. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de votre dernier livre, préfacé par un grand monsieur qu'on adore dans cette émission, c'est Romuald Le Terrier, scientifique ethnobotanique. On en parlera dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir. Et alors, est-ce que vous connaissez François Pomès, notre journée scientifique? Eh bien, je l'ai vu à la télé. Bien sûr. Voilà, et qui trépignait d'impatience parce que vous imaginez bien que les civilisations anciennes, c'est un petit peu... Vous êtes comme un cocopate, là, ce matin, avec Absolument, et je vais parler d'Égypte, et tout de suite, d'ailleurs, on passe à l'invité qui fait du bien, et c'est vous. Merci. Alors, Aurore Larcher, avant de réviser avec vous tous ces symboles, ces mythes, le caducée, l'arbre de séphiroth, qu'est-ce qu'il y a encore? Le yin et le yang, Osiris aussi, avec Horus. François, vous allez ouvrir le bal, puisque vous allez plonger avec nous d'abord dans les civilisations anciennes. Et je crois que vous êtes intéressé à l'âme, et pas la chanteuse, Je veux chanter pour ceux qui nous regardent. Je l'ai préparée depuis une semaine, cette vanne. Elle est bien, j'aime beaucoup. Je m'intéresse à l'âme, oui, mais aux notions de jugement, de pardon, etc. Et encore une fois, effectivement, c'est dans l'Égypte ancienne, l'Égypte antique que je me suis plongé. Alors, pas tout seul, parce que je sais que vous avez écrit un livre, un ancien livre, dans lequel, en fait, vous étudiez comment les mythes et les légendes essaiment, infusent dans les populations, les civilisations et dans l'inconscient collectif. Ça me fait évidemment penser à la théorie de l'inconscient collectif de Jung et à sa transmission. Et si je vous parle d'Égypte ancienne, c'est que, effectivement, il y a encore des mythes qui font écho aujourd'hui. Vous avez parlé d'Osiris. C'est vrai qu'au panthéon des dieux égyptiens, Osiris est certainement le plus connu. Et il y a une notion qu'on maîtrise moins, qui est celle du tribunal osirien. Ah, il y avait un tribunal. Et oui, parce que Osiris, c'est aussi le dieu qui permet le passage vers le paradis. Alors, c'est dans ce tribunal osirien qu'on va retrouver des mythes dont on parle encore aujourd'hui. Vous allez voir, qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt ? Pour les Égyptiens anciens, évidemment, elle doit accéder au paradis. Alors, il y a un chemin qui est vraiment semé d'embûches, qu'il parcourt, notamment grâce aux formules magiques qu'il y a dans le livre des morts. Ce sont des aides pour l'aider à combattre les monstres, pour trouver le bon chemin. Et là, il arrive devant le tribunal, le jugement dernier, on peut dire. Et dans ce tribunal, il y a les dieux. Et devant les dieux, il doit jurer qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas tué. Et tout à la fin, il y a devant lui Osiris. Vous savez, Osiris qui est emmailloté, et c'est ça le tribunal osirien. Et que fait Osiris? Osiris va peser son cœur face à une plume. Wow, c'est la psychostasie, la pesée de l'âme. Et alors, qu'est-ce qui... De l'âme, pas la chanteuse, mais de l'âme. Encore une fois. Ça devient lourd, là. Le running gag, mais je la ferai plus. Et donc, face à la plume, mat, la plume, que fait le cœur? Soit échec et mat. Alors, soit le cœur est plus léger que la plume, et dans ce cas-là, le défunt part dans l'au-delà, le paradis, soit le cœur est plus lourd que la plume. Le cœur est chargé de péché. Dans ce cas-là, le défunt se fait dévorer par le monstre à tête de crocodile. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve là les notions de culpabilité, de bien et de mal, 3500 ans en arrière, qui font écho à ces mêmes notions dans la psychologie contemporaine. Cette culpabilité qu'on a en nous, qu'on transporte en nous jusqu'à la mort, que là, le tribunal d'Osiris permettait d'expier. Comment on l'expie aujourd'hui? C'est une véritable question, parce que vous voyez, les Égyptiens nous ont transmis ces questions-là de culpabilité. Derrière cette histoire, ça nous permet d'avoir une conscience et de mieux vivre peut-être... de son vivant. De son vivant, parce qu'on sait ce qui nous attend derrière. Exactement. Et ça, c'était pour tous les Égyptiens, ou par exemple les pharaons.
ils y allaient plus facilement ou pas? Non, c'était C'est le pareil. même trajet quand même. Mais ils y allaient plus facilement parce que le pharaon, contrairement à tous les autres, eh bien, il était On peut pas payer Dieu. le juge? Mais non, mais c'est la réincarnation du dieu qui passe d'un pharaon à l'autre. Donc lui, il était déjà déifié. Ah oui, c'est ça, oui. Il me semble. Et d'ailleurs, il n'y a pas aussi la fleur de vie qui faisait partie des croyances ancestrales? Ouais. Ah, mais ça, c'est vraiment Égypte, ouais, un la excellent Méditerranée. concept, cette fleur de vie, dans laquelle certains voient effectivement des mythes, des croyances, on peut retrouver. Léonard de Vinci, au XVIe siècle, l'a effectivement étudié. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette fleur de vie, pour la première fois de l'histoire, on la retrouve quand? Je vous le donne en mille. Dans l'Égypte ancienne, Bah oui. dans le temple d'Osiris d'Abydos, au nord de Luxor. On peut regarder à quoi elle ressemble cette fleur de vie. Voilà, eh ben, c'est à l'encre rouge. On voit ça déjà dans l'Égypte ancienne à Abydos, et on le retrouve encore aujourd'hui parce que certains croient Et on va le réétudier tout à l'heure. Voilà. J'en parle aussi dans le premier Exact. livre. à son justement. pouvoir. Ouais. Ouais. Ah là là, c'est passionnant. Je C'est pense qu'on là, ça va être une super émission. On va apprendre plein de choses. Merci beaucoup, François. Aurore Larcher, alors, c'est vrai que vous vous définissez comme une personne plutôt rationnelle, hein, et votre passé le prouve, hein, puisque vous étiez chercheuse en ingénierie. Oui. Et un jour, vous allez vivre une expérience qui va bouleverser votre vie à jamais. Je vais d'ailleurs reprendre vos mots. Vous dites que c'est de votre livre un épisode d'évolution de conscience rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un avant et un après, hein? Oui, il y a eu vraiment un avant parce que j'ai passé 16 ans chez Areva en tant que cadre supérieur à m'occuper de choses très très compliquées, rigoureux, etc. Dans le nucléaire. Dans le tout ça. nucléaire, responsable de la performance, de la communication sur la sûreté nucléaire. Et puis j'ai eu un gros souci de santé. Une maladie assez rare qui a été opérée. J'ai été arrêtée pendant 2 ans. Donc, j'ai pas pu marcher pendant 2 ans. Alors, bon, pour moi, c'était extrêmement compliqué parce que j'étais très dans l'activité, toujours à fond dans ce que je faisais. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté mon travail et je suis partie vivre en Martinique. Pendant cette période-là, en fait, j'ai fait forcément une introspection et j'ai eu un éveil fulgurant. Un jour, en fait, dans mon Donc, jacuzzi. vous étiez toujours sans pouvoir marcher pendant... En Martinique, je commençais à marcher, mais j'avais souvent des béquilles. Enfin, c'était quand même compliqué. J'ai toujours des soucis, mais beaucoup moins maintenant. Mais je commençais à me rééquilibrer, c'est-à-dire à commencer à me dire, bon, bah, finalement, ce que j'aime, c'est la psychologie. Et c'est ça qui me plaît. Alors, tout le côté ingénierie, bah, c'était plus du tout ça, en fait. Et donc, je suis retournée dans mes amours d'enfance, en fait. Je lisais Freud à 11 ans, donc voilà. Et un jour, je vais dans mon jacuzzi pour méditer, parce que je m'étais dit que ça me C'est faisait mignon. du bien. Oui. C'est drôle l'anecdote dans le jacuzzi. Je vais dans mon Éveil de jacuzzi. conscience. Et là, éveil de conscience. Un petit jacuzzi, hein. C'était une petite maison avec un jacuzzi. Et pour méditer, surtout retirer mes douleurs de hanche. Et là, je ferme les yeux et d'un seul coup, je me suis retrouvée peut-être 15 ou 20 mètres plus haut. Et alors, j'avais aucune conscience de la spiritualité. Pour moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est comme le corps astral qui pouvait Maintenant, se- je sais que finalement, je me suis retrouvée, c'est mon esprit sans doute qui s'est retrouvé en haut. Et là, j'ai senti tout ce qui se passait dans la nature. Tout ce qui grouillait. Alors, moi, j'aime pas les insectes, mais là, je sentais, mais avec bonheur, tout ce qui se passait, en fait. Dans la sève des arbres, je ressentais tout ce qui se passait dans le monde, en fait. Tout était en moi, en fait. C'était vraiment particulier. Et dans l'instant d'après, j'ai eu vraiment une connexion à tout ce qui s'est passé dans l'univers, toutes les connaissances de l'univers. Et c'est comme si, alors pour un cerveau qui est toujours en train de rechercher comme le mien, c'est comme si d'un seul coup, tout s'était connecté. Et je savais tout, sur tout, dans tout l'univers. Et je suis ressortie de mon jacuzzi, plus rien. Sauf Vous avez le tout premier oublié. livre, tout oublié. D'accord. Mais par contre, le premier livre est resté. Et c'est là que je me suis mis à écrire en 1 mois et demi le premier. Et j'avais vous avez des changé connaissances. complètement de... Alors, je crois qu'à ce moment-là, d'ailleurs, vous avez eu des perceptions, des facultés Alors un à petit ce peu, moment-là, oui. extrasensorielles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire la veille, on m'aurait dit tu vas écrire un livre, j'aurais dit mais n'importe quoi, c'est pas possible, jamais de la vie. Après cette expérience, il m'est arrivé des tas d'intuitions vraiment très fortes. Par exemple, j'étais capable de ressentir vraiment les gens dans leur profondeur. Je savais ce qui allait m'arriver. D'ailleurs, j'ai aussi une expérience pour ici, puisque je savais que j'allais venir. C'est-à-dire, raconter. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est ma dernière expérience en date. Génial, on J'étais avec adore ça, nous. Romuald Le Terrier. Je faisais ça. Enfin, j'étais pas avec lui, mais je Romuald, faisais. donc, je répète, qui est scientifique, ethnobotanique et qui a écrit votre préface. Et Voilà. qu'on a reçu déjà. Et qu'on a reçu plusieurs fois. Voilà. Et donc, je dis, je vais faire ta méditation, Romuald, pour voir comment on peut provoquer des synchronicités. Alors, il fallait que je voie un objet et un animal. Donc, je me mets en conscience modifiée. Je vois ni objet ni animal, mais qu'est-ce que je vois? Je vois un petit couloir qui est juste là,
hein, ce couloir-là. Ah oui, c'est vrai. Et puis, je sens que dans ce couloir, je passe dans ce couloir et je me sens angoissée. Et je savais à ce moment-là, en passant dans ce couloir, que j'allais passer dans une émission de télé. Le soir même, j'écris un petit message au Mag qui fait du bien sur Instagram. Invitez-moi. Et en plus, je mets, bon, bah écoutez, voilà, je m'appelle Aurore Larcher, tout simple. Et là, vous me répondez du tac au tac en me disant, mais c'est incroyable. J'ai demandé à votre agent de m'amener le livre. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais intéressée par le sujet, c'est vrai. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé un message à Romuald. Je lui ai dit, mais c'est incroyable ton truc. Alors, je lui ai dit, bon, j'y suis pas encore. Et puis, 2 mois après, vous m'avez rappelé en me disant, c'est bon. Et vous avez rappelé Karine. Et j'ai rappelé Karine. J'ai terminé là. C'est incroyable. À poursuivre le bout du tunnel. Et ben voilà. Et vous Ça va, vous n'êtes pas angoissée là aujourd'hui? Non, là ça va. Bon, formidable. Donc, à partir de là, finalement, vous avez complètement changé de voie en quelques mots. Vous êtes passée de chercheuse en ingénierie, aujourd'hui à psychopraticienne. Voilà. Finalement, l'hypnothérapie et puis la psychologie de manière générale. Ouais. Alors après cela, vous avez voulu comprendre ce qui vous arrivait, donc vous allez vous rapprocher d'un institut qui se nomme ISNOE, que nous connaissons bien aussi dans l'émission, puisque nous avons déjà reçu les chercheurs Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, qu'on embrasse, et donc qui reçoivent des personnes comme vous, des expérienceurs, qui ont vécu une sorte d'état modifié de conscience. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions? Oui, alors moi j'ai été complètement effrayée. C'est une crône rationnelle qui bascule dans quelque chose d'effrayant en fait. Ouais. Donc je les ai appelés, j'ai envoyé des messages et j'ai Claude-Charles Fourier qui a été adorable. Il est formidable. Donc, il a été adorable. Donc je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Aidez-moi parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je vois bien qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Et donc il m'a expliqué des tas de choses sur la présence du mental en conscience modifiée, sur finalement être rassurée sur ce qui m'arrivait, en me disant mais il y a plein d'autres personnes à qui ça arrive, ne vous inquiétez pas, vous allez vous éveiller à plein d'autres choses et ça n'est pas grave. Et donc ça m'a fait énormément de bien. Ils m'ont beaucoup aidé sur la partie mentale après, puisque je faisais de plus en plus d'expériences en fait, des expériences bluffantes que je racontais à chaque fois. J'écrivais tout avec les preuves, etc. Donc je leur envoyais. Il y avait un aller-retour comme ça. Et ils m'ont aidé à savoir la place du mental. C'est-à-dire qu'ils m'expliquaient qu'en conscience modifiée, il fallait que je fasse taire mon mental. Donc j'ai appris au fur et à mesure à faire taire mon mental pour laisser vraiment ces images arriver, être sûre. Cette intuition extrasensorielle peut-être. Voilà, et maintenant je sais quand c'est vraiment de l'intuition extrasensorielle ou quand mon mental est présent, mon ego est présent pour me dire non, mais là... Et vous jouez des tours. Et là, vous savez si on va faire une bonne audience sur cette émission? Je sais pas. Faut vous remplir piège. Je le suis peut-être déjà. On n'a pas le tambour chamanique. Ah oui, dommage. Dommage. Ou la flûte du druide. La flûte, pardon. On a tout eu. On a tout eu. Ah oui. Alors, le titre de votre livre, c'est La conscience éveillée. Alors, c'est vrai que c'est une expression qui résonne de plus en plus dans ce nouveau monde. On l'entend beaucoup. Quel est le sens que vous mettez derrière ces mots et comment l'intégrer dans notre vie? Écoutez, si je regarde moi avant, moi après, pour moi, avant, j'étais inconscient du monde. Complètement dans l'ego, quelqu'un qui travaille beaucoup, etc., qui court. Et la conscience éveillée, pour moi, c'est être en conscience de ce qui se passe dans le monde, au-delà de notre petit moi, être en conscience de la vie qui grouille, de ce qui se passe autour de nous, de nos proches, mais être vraiment plus centré sur soi, mais vraiment centré sur le monde et les autres. Et la conscience éveillée, c'est ça. Alors moi, ça s'est traduit par un éveil fulgurant, mais pour d'autres, ça va se traduire par cette prise de conscience de la nature, cette prise de conscience qu'il faut être vigilant, attentif aux autres, bienveillant, un peu comme vous à chaque fois quand je vous vois sur scène. C'est vraiment être conscient de ne pas... Vous n'avez pas nommé à François? Non, je ne suis pas un être éveillé de conscience. En plus, je vais vous donner un secret. Je le taquine. Karine est sur scène comme dans la vie. C'est pareil, il y a 5 chansons. Je ressens ça, oui. Allez, on continue. Et donc, oui, mais c'est super. Et c'est fou parce que, est-ce que vous êtes d'accord que on appelle, il y a eu un avant, un après, c'est le nouveau monde. Il y a eu beaucoup de prise de conscience autour de nous. Même vous, François, je trouve qu'il y a eu un avant et un après. Après l'émission, vous voulez dire? Alors, je pense que le Covid, effectivement, a aidé à ça, quelque part. Oui, parce qu'effectivement, bon,
ça met à l'arrêt. Alors, investir les connaissances du passé avec le regard des savoirs du futur. Voilà comment Romuald Le Terrier, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est donc scientifique ethnobotanique, décrit vos travaux et qui a donc écrit une très jolie préface sur vous. Quel a été le point de départ de vos recherches? Qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger dans les civilisations anciennes, explorer les mythes et les symboles pour les ramener et afin qu'on les applique dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les clés pour être heureux? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma part rationnelle et ma part de chercheuse étaient irritées de ce qui se passait. Donc, il fallait que j'aille chercher. J'ai cherché dans la science avec le premier livre et dans les sciences ancestrales avec le deuxième parce que j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait. J'avais besoin de comprendre ce que c'était que cet éveil. Et pourquoi derrière j'étais en pleine mue, c'est-à-dire que je devenais quelqu'un d'autre en fait. Et donc j'avais besoin de comprendre ça et c'est ça le départ de la recherche. Et en fait les clés, oui, on les a. On a les clés mais on ne sait pas les appliquer parce qu'on court partout, on est très yang et on est très dans l'action. Et aujourd'hui on ne pense pas à se poser. Très yang, ça veut dire l'énergie masculine? L'énergie masculine, l'activité toujours en action et on ne pense pas à se poser, à se dire mais qui je suis? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça c'est bien moi? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ma vie finalement a un sens? Et je crois que c'est ça aussi qui a fait que bon, j'ai recherché beaucoup et oui, on a les clés, mais on ne prend pas le temps. Et donc on est obligé d'aller chercher dans les mythes et les symboles finalement pour les ramener dans notre vie quotidienne parce qu'ils avaient pour vous cette sagesse ancestrale. Il y a une vérité là-dedans. Oui, alors il y a une vérité absolument incroyable, c'est que cette sagesse, elle vient de milliers d'années pour certains symboles, et ce sont des sages qui les ont gardés, et pour qu'elles puissent perdurer dans le temps jusqu'à maintenant, c'est qu'elles ont du sens. Et en fait, la sagesse ancestrale, c'est finalement nos anciennes civilisations qui ont compris au cœur de la nature, qui n'a pas besoin, la nature n'a pas besoin de s'exercer à l'intellect en fait pour être en harmonie. Et donc ces symboles représentent l'harmonie des choses et ils se sont inspirés de tout ça pour nous faire grandir nous. Et en fait, quand on commence à rentrer dans ces symboles, on grandit, on comprend des tas de choses sur qui on est, ce qu'est le monde, la nature, etc. C'est fabuleux. Ça donne envie quand on vous écoute avec autant de douceur et de bienveillance. Alors, je vous propose tout de suite qu'on on explore un petit peu les symboles et les mythes. On va commencer par le yin et le yang. On va continuer aussi dans la deuxième partie, parce qu'il y en a tellement et c'est formidable. Peut-être une question avant le yin et le yang, puisque vous commencez avec ce symbole de votre livre. Et c'est vrai que vous avez exploré donc l'Égypte ancienne, la Chine antique, vous êtes parti aussi en Grèce, etc. Donc finalement, ça relie aussi des croyances, des religions. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout est relié et que finalement, ce qui les guide, c'est la même chose? Oui. En fait, ce que je pense profondément, c'est que le Graal qui a toujours été cherché à l'extérieur, la quête du Graal, en fait, pour moi, elle est à l'intérieur. Trouvons-nous d'abord. Parce qu'une fois qu'on s'est trouvé... Qu'est-ce que c'est pour vous la quête du Graal c'est-à-dire aller chercher le trésor, en fait, le trésor secret que les ancêtres nous ont laissé. Et finalement, ce trésor-là, je pense qu'il est vraiment à l'intérieur de nous. Parce qu'avec tout ce que je vis aujourd'hui, j'ai tellement maintenant confiance et foi en la vie que je me dis, mais le trésor, il est là. Il est bien à l'intérieur de nous. Il ne faut pas chercher à l'extérieur. Il est bien là. Ça n'a pas été difficile pour votre famille de vous voir changer comme ça du tout au tout? Très difficile. C'est vrai? Très difficile, surtout pour mon mari. Mes enfants n'étaient pas au courant. Je ne les ai pas avertis de tout ça parce que je voulais les sauvegarder aussi. Je ne voulais pas qu'ils m'imaginent comme la sorcière des temps modernes, etc. Donc je les ai protégés de ça. Et mon mari m'a vu changer, oui. Mais j'ai fait une période très yin, très éveillée. Et après, je suis redescendue sur Terre. C'est-à-dire qu'après, j'ai vraiment pris conscience que non. Parce que le but, c'est quand même de transformer la société dans la réalité. Ouais, voilà, et ça allait très vite, mais aujourd'hui, je suis bien là, bien ancrée, comme on dit. Eh bien, alors, on va faire un saut dans la Chine antique. Oui. Et on va aller tout de suite réviser pour certains, pour d'autres découvrir un symbole quand même assez connu. Oui. C'est le yin et le yang qu'on va voir là tout de suite à l'antenne. Voilà. Alors, quelle est son histoire ? Alors le yin et le yang, il vient de Chine, d'Asie. Les dernières recherches, c'est moins 300 ans avant Jésus-Christ, mais je pense qu'il est vraiment plus ancien. C'est une histoire de sages. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pareil, les Chinois, ils sont très branchés nature. Et ils nous ont dit, on a deux parts.
entre le macrocosme et le microcosme. Ça s'applique à tout l'univers. Et ces deux parts, c'est à la fois la part yang, cette part blanche que vous voyez donc à Ah, c'est pas le yin, le blanc? non, le yang, le yin, c'est le noir. Ah bon, alors là, Ah, vous moi me aussi, je bluffez. croyais. Oui, Eh pour moi, ben, l'énergie non. masculine, c'était le noir. Non, non, le yang, c'est le D'accord. blanc parce que le yang, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est l'activité, c'est le conscient, c'est celui qui bouge et qui va de l'avant. Alors que le yin, c'est la partie sombre, la partie ombre, la partie silencieuse, la partie cachée, la partie inconscient de notre être profond. Et donc, en fait, dans ces deux parties, les Asiatiques nous disent, il faut harmoniser ces deux parties. Parce que sinon, on ne peut pas s'éveiller. Oui, c'est pas le bien et le mal. C'est pas le bien, mais pas du tout. Voilà, c'est ça. Tout le monde dit le noir, c'est la partie mal, mais non. Le noir, c'est la partie inconsciente, la partie qui est à l'intérieur de nous. Et il faut harmoniser ces deux choses-là dans tout l'univers, hein, sur Terre ou même à l'intérieur de nous, pour pouvoir justement être dans l'harmonie des choses et donc pouvoir s'éveiller à ce que l'on est. Et donc, si on s'associe justement au yin et au yang, qu'est-ce que ça caractérise en soi? Alors, moi, je peux vous donner un exemple, Ah oui, par exemple, de c'est encore gens mieux. qui sont trop yang. Ça va être les gens qui vont courir tout le temps, qui ne s'arrêteront jamais dans le travail. Beaucoup de Parisiens, entre guillemets, ce que j'étais avant d'ailleurs. Je cours, je vais travailler, je m'occupe des enfants, je suis une working girl, rien ne m'échappe, tout est au cordeau, à la minute près. Et après, je vais me coucher, mais alors, je ne prends pas du tout de temps pour moi. Je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit pour moi. Ça, c'est le yang. Et quand on est comme ça, on tire la ficelle du yang et on devient tellement yang qu'à un moment, on tire Burn-out. tellement sur la ficelle que, paf, Ça claque. ça claque. Et là, c'est le burn-out. Et là, c'est le yin qui dit, eh oh, je suis là. Et il va peut-être falloir que tu te réveilles. C'est ce qui Il vous se passe est arrivé avec l'accident, finalement? C'est à peu près ce qui m'est arrivé, oui, effectivement. Et donc, à ce moment-là, la partie yin est en train de dire stop. Il va falloir t'arrêter, il va falloir te poser, il va falloir penser à toi. Et donc là, elle va forcer à mettre en introspection et à se dire, à ce que la personne se dise, je dois trouver ma voie. Je dois savoir qui je suis, parce que ce métier aussi, qui est dans l'ego souvent, hein, parce qu'on veut paraître, on est beau, intelligent, etc. Mais ce métier ne me convient pas. J'y arrive, mais non, c'est pas moi. Moi, je suis autre chose. Et ça, c'est la part yin qui l'apporte, cette part-là. Et on pourrait aussi dire le père et la mère, un peu? Le côté masculin, féminin Alors, aussi? c'est possible. Hein. Dans certains cas, souvent, la mère est plus douce, dans la douceur. Le père va être un peu plus actif, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, on peut le dire dans la nature. La nature, en fait, elle est toujours dans cet équilibre. Par exemple, là, on est en train de faire fleurir des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la nature. Donc, on tire sur la ficelle et à un moment donné, la nature va dire stop. Maintenant, On va tout arrêter. on va tout arrêter. Vous allez rester chez vous. Vous restez chez vous et on va pouvoir commencer à À s'équilibrer, nettoyer, à s'équilibrer, c'est ça. à se mettre en harmonie. Donc le message fondamental du yin et du yang dans ce symbole, c'est l'équilibre parfait, c'est ça? Exactement. L'harmonie intérieure du monde de soi. Et d'ailleurs, l'harmonie n'exerce pas de contrôle. C'est une phrase que j'adore, Exactement. d'un maître asiatique d'ailleurs. Ouais. Bon, bref. Ah ouais, complètement. Eh bien, c'est Qui se passionnant. reconnaîtra. Et qui se reconnaîtra, oui. Je ne sais pas si je nous regarde, cela dit. En revanche, on va vous garder précieusement. D'accord. Mais on va buller. Ah oui, C'est on le va moment de buller. buller. Eh oui, On c'est va la bulle de buller. François. Est-ce que vous êtes bien là, François, avec nous? Oui, je suis Est-ce que bien. c'est plutôt énergie yin ou yang là? Mais justement, je sais pas, je pense que je suis dans l'équilibre. Ah là Yin et là, yang. là, c'est ça. Oui, Voilà. là, il est bien dans les... Ouais, absolument. Vous voulez savoir de quoi on va parler, c'est ça? Oui, dites, pourquoi pas. Soleil. Hein, je vous parle de Mars depuis quelques temps. Et on va donc en du yin reparler. alors? Alors c'est le yin, le soleil? Eh ben oui. Non, Ah non, le yang. c'est le yang. On va Qui est blanc. réviser. Mais c'est le blanc, c'est le blanc. C'est le blanc. Voilà. Eh ben, le soleil, il est rentré dans un nouveau cycle d'activité, le cycle numéro 25. Il a des cycles avec des moments puissants, etc. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose de spectaculaire. Oui. Waouh. Qui a été récupéré par des satellites de la NASA. On a une éruption solaire. C'est une région du Soleil qu'on ne voit pas parce que c'est la face du Soleil qu'on ne voit pas. Ah oui, mais Et vous allez voir cette éruption solaire qui est certainement la plus puissante de ce cycle. Il y en aura peut-être d'autres. C'est un cycle très puissant là, du Soleil qu'on est en train de voir et d'observer. De quand à quand là? Bah, on sait pas, je ne sais pas combien de temps dure un cycle de soleil, mais c'est beaucoup plus long qu'une année terrestre. Et alors, ce cycle-là nous a été témoin de cette éruption solaire. Il y en aura d'autres. On prévoit que l'été prochain, il y aura d'autres éruptions solaires. On espère les capter parce que
ça peut dégager des ondes magnétiques qui perturbent nos satellites, etc. On peut le remettre en plein écran d'ailleurs. On peut la remontrer parce qu'elle s'est arrêtée net et pourtant cette éruption solaire est absolument magnifique et quand on la regarde, voilà, on a l'impression, regardez, de s'envoler avec elle. Ce sont des millions de degrés. Ah, mais je trouve ça absolument fabuleux. C'est fou parce qu'en plus, on avait reçu Christian Duval qui nous parlait d'astrologie et d'alchimie et il disait que les planètes en ce moment, c'est vraiment l'ère du Verseau. Je me dis, et que il y a un trop plein d'émotions, ça. Ben là, c'est la plus puissante du cycle. Donc c'est fou. Et vous savez pas jusqu'à quand? Non, mais je pourrais vous le dire la semaine prochaine. Ah oui, vous nous donnez l'info la semaine prochaine. Je vous la donne. Ah, c'est génial. Vous restez avec nous, Aurore Larcher, François. Bon, de toute façon, ça y est, vous restez tout le temps avec nous. Vous dormez sur le plateau. Vous attendez avec impatience. On va se retrouver après une toute petite courte pause. Nous allons entrer dans le vif du sujet, reprendre un par un les symboles phares de l'Antiquité. On va les déchiffrer avec vous, comme l'arbre de vie, qu'on appelle aussi l'arbre de Séphiroth, le caducée. Des signes qui sont partout autour de nous et que pourtant nous méconnaissons pour beaucoup. On se retrouve juste après une petite pause. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Alors nous sommes avec notre invitée, Aurore Larcher, avec au parcours exceptionnel, une chercheuse que rien ne destinait à développer des facultés ultrasensorielles, mais pas que. Nous allons plonger avec vous dans votre livre, où on est plongé dans une étude des symboles antiques. On va les décrypter un par un pour s'en inspirer, puisque ces mythes, venus d'Égypte, de Chine, d'Inde, bref, peuvent nous permettre de nous améliorer, de les intégrer dans notre quotidien, puisque finalement, il y aurait toute la connaissance, toute la richesse, toute la sagesse pour cheminer vers un bonheur absolu. C'est un peu ça. Oui, ça. Mais avant cela, je fais un petit teasing. Et bien, c'est le moment de retrouver François et son test de personnalité. Alors, tous à votre stylo, à vos papiers, même en régie, parce que je sais qu'il s'amuse aussi beaucoup. Et on lance le jingle, le scientitest qui fait du bien. Alors François, aujourd'hui, vous devenez le grand maître des tests de personnalité. Le grand Manitou des tests de personnalité. Oui. Vous avez bien aimé le test la semaine dernière avec les petites formes? Non mais c'était tellement drôle surtout. C'est drôle. Eh ben, on va reprendre des formes. Ah, voilà. d'accord. Vous disiez tout à l'heure, on a les clés. Eh bien, moi aussi, j'ai les clés, j'en ai 6. Je vais vous les présenter. Et c'est grâce au test que je vais appeler le test de la clé des champs que nous allons déceler votre personnalité intrinsèque, vos goûts, votre caractère, etc. Alors, c'est un test évidemment récréatif que j'ai testé sur un échantillon d'amis et qui a bien fonctionné. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors, le test est très simple. Vous avez pris un papier, un stylo. Vous allez regarder toutes ces clés que je vous présente. Il y en a 6. Et vous allez simplement en choisir une. Voilà. Karine, quelle est la clé que vous choisissez spontanément? Alors, j'hésite entre deux. Ouais, bon, je sais lesquelles, mais dites-moi. C'est vrai? Soit la 2 ou soit la 5. Voilà, gagné. Ah, c'est vrai? Vous aussi... Ah, ok. Aurore, allez-y, comme Moi, ça. ce sera la 5. Aurore, c'est la clé numéro 5. Voilà, et en plus, je crois que j'ai à peu près la même là. Ouais, mais moi Donc, aussi, je vais prendre la 5 aussi, parce qu'elle est encore plus dessinée. C'est sympa d'avoir une clé comme ça. Bon. Alors, c'est voilà, bien. vous l'avez en collier, c'est ça? Oui, je l'ai laissé mon frère qui me l'a offert. Ah, On incroyable. parlera chiffon et collier après. Après mon test. Si ça vous dérange pas. Ok, pas de Bien. souci. Alors, votre clé, c'est la clé qui arrive à la fin, puisque c'est l'avant-dernière. On va commencer par la première clé, la clé numéro 1, si vous l'avez choisie, c'est la clé élémentaire. Alors, c'est la clé des personnes qui ont des idées bien définies. C'est vous? Vous avez choisi la 1, Oui, moi je suis plutôt sur la 1, effectivement. La clé cartésienne, vous avez des objectifs, vous savez où vous allez, vous êtes rationnel, vous êtes analytique. Alors, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec les autres, parce que comme vous êtes assez carré, si vous êtes avec des gens, des hypersensibles, comme la semaine dernière par exemple, un peu fouillis dans tous les sens, c'est un peu incompatible. Alors, travaillez ce côté un peu rigoriste, et tout ira bien. Si vous avez choisi... Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas choisir 2 clés? Parce que vous êtes la 1, mais vous êtes un petit peu aussi d'autres clés, je suis sûre. Bon, vous voulez choisir une deuxième clé, Karine, c'est ça? Oui, la 2. Bon, 5 plus 2. Vous avez le droit de choisir une deuxième clé. Aurore, on reste sur la 5? On reste sur la 5. Bon, si vous avez choisi la clé numéro 2, elle est jolie cette clé numéro 2 avec ses petites oreilles de lapin. Voilà, un peu cœur. Bon, c'est la clé fiable, ce qu'on appelle la clé fiable. C'est la clé des personnes charismatiques, des gens innovants, des gens dignes de confiance, fidèles et exigeants en amitié. Ah, c'est vrai. Voilà les traits qui vous caractérisent. Et vous êtes mon ami depuis 20 ans. Oui, c'est vrai que vous avez choisi la clé numéro 2.
Mais vraiment au dernier moment, hein. Cette clé-là. Si vous avez choisi la clé numéro 3, on se rapproche de la vôtre, c'est la clé qu'on appelle la clé rare. C'est vrai qu'elle est assez étonnante, cette clé. C'est la clé des gens qui croient en eux-mêmes. Vous croyez en vous-même et ça ne veut pas forcément dire que vous avez un ego surdimensionné. Non, vous êtes déterminé, vous avez plein d'idées, vous faites confiance en vos idées et vous adorez les défis. Voilà, vous aimez bien contrôler votre vie et dès qu'on vous propose des aventures, ben vous avez plutôt tendance à y aller les yeux fermés. La clé numéro 4, je l'aime bien moi celle-ci, c'est la clé du bonheur. Aussi, c'est vrai. Ce qu'on appelle la clé du bonheur, c'est la clé des gens optimistes, gais, détendus. C'est la clé des gens qui sont en fait qu'on pourrait décrire comme d'excellentes compagnies. Voilà, c'est les gens avec qui on aime bien être, mais ces personnes-là ont peut-être une personnalité qui leur fait prendre des décisions un peu trop rapides, parce qu'ils disent allez hop, on y va, et réfléchissent un peu après, et parfois c'est dommage. Mais c'est des personnalités très agréables. Alors la clé numéro 5, bon, vous allez dire que le test fonctionne parce que c'est la clé féerique, c'est la clé des chambres de princesse, c'est la clé des rêveurs, des créatifs, des spirituels, des gens qui croient au karma, qui font attention pour bien le cultiver, des artistes révélés ou cachés, des gens de la communication, voilà, et des personnalités uniques qui peuvent parfois être perçues comme des ovnis. C'est drôle. Franck Eppeto, notre président que j'embrasse, m'appelle l'OVNI. Mais il a peut-être lui aussi choisi la clé numéro 5. On lui demandera. Oui, j'aimerais bien savoir. Et dernière clé, si vous l'avez choisie, c'est la clé traditionnelle. Là aussi, personnalité logique, rationnelle. Mais attention, ce sont les personnalités qui peuvent, comme on dit, très peu quitter leur zone de confort, travailler sur vous. Mais point positif, vous êtes plutôt surprotecteur pour vos proches. Et ça, c'est une qualité. Hyper intéressant. Oui, c'est intéressant. Merci. Et puis ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est que vous avez choisi la clé de la féerie, du spirituel. Alors vous étiez une chercheuse à l'époque. Peut-être que vous auriez changé de clé. Peut-être, c'est possible. Vous êtes passé du côté des petites fées. Oui, c'est ça. Exactement. Alors on va remonter le temps aujourd'hui avec vous, Aurore Larcher, puisqu'on va plonger dans les civilisations anciennes, analyser les mythes, les symboles. On a commencé en première partie avec le yin et le yang. Et je tiens à le préciser, puisque finalement vous êtes aperçu d'une chose. C'est que dans vos recherches, chaque mythe, chaque symbole, lorsqu'ils étaient assemblés, formerait un puzzle qui détiendrait les clés de la connaissance parfaite. Donc, on passe du yin et du yang, où là, on a compris que le symbole, c'était donc l'harmonie entre le yin et le yang, ce qu'on peut vraiment appliquer dans notre vie, et qui nous amène directement vers le caducée, en Grèce antique. En Grèce antique. Alors on va le voir à l'antenne, le caducée. Le caducée, en fait, il date de à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ, à peu près, quand on peut le dater. Ce caducée, on le retrouve beaucoup, alors on le confond avec le caducée français. La pharmacie, c'est ça? Mais la pharmacie, c'est un serpent, c'est pas la même chose. Celui-là, il vient de Grèce, et c'est un caducée qui est aussi présent aux États-Unis. Les pharmacies aux États-Unis ont ce caducée-là. Et en fait, il représente les deux serpents yin et yang. Et alors l'histoire en fait montre que à travers en Grèce, donc il y a l'histoire d'Hermès Trismégiste, Hermès qui est le dieu messager en fait. Un jour voit sur un mont deux serpents qui se battent. Il faut mettre cette fameuse dualité du yin et du yang. Ils se battent et ils sont complémentaires mais ils se battent. Il plante un bâton et lorsqu'il plante le bâton, les deux serpents se figent, donc deviennent finalement dociles, entre guillemets, ils ont trouvé leur équilibre, et là, ils évoluent. Et ils montent, ils ont une évolution, en fait. Et ils montent vers ces fameuses ailes, qui sont les ailes d'Hermès, qui peuvent être aussi les ailes que l'on voit sur Isis, je vais en parler après, et donc vers cet éveil, en fait. Et donc, ce fameux caducée, c'est le caducée de la transformation, de la transmutation, de la mue des serpents, parce que vous savez, les serpents, en Égypte, les serpents étaient considérés comme quelque chose de merveilleux parce que, à travers leur mue, ils étaient le symbole de la régénérescence, de l'évolution, de la transformation. Et donc là, on a le yin et le yang qui évoluent pour montrer qu'on est vraiment dans cette régénérescence. Donc on se transforme, on soigne nos blessures, on enlève l'ego très yang et on évolue pour aller vers cet éveil. Déployer ses ailes. On déploie ses d'Hermès. Exactement. Et donc, qui nous amène directement, en fait, parce que tout est lié à Horus et Osiris. Oui, alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Isis et Osiris, et là je suis sûre que vous connaissez parfaitement. Par cœur. Voilà. Alors, je vais essayer de pas dire. Mais je ne suis pas invitée aujourd'hui, donc je vous laisse raconter l'histoire. Mais vous pouvez, cela dit, compléter. Oui.
Et appuyer. Et voilà. Alors, Isis et Osiris, en fait, Osiris, c'est le roi d'Égypte, c'est le yang. Donc, il est dans l'action. Isis, c'est la magicienne, elle est derrière, dans les profondeurs en fait. Et un jour, ils sont frères et sœurs, mais en même temps, ils sont ensemble. Et on a un frère qui s'appelle Seth, qui lui est le vilain, le méchant, et qui représente l'ego. Un jour, Seth va aller, je fais vite, va aller tuer Osiris parce qu'il est jaloux. Il a cet ego, il a l'ego du yang en fait, il est jaloux. Donc il va le tuer. Je vais assez vite, mais à un moment donné, il va mettre tous les morceaux d'Osiris dans le Nil. Dans le Nil. Voilà, il les jette dans le Nil. Et alors, Isis, pas bien du tout, va chercher l'ensemble des morceaux, qu'on pourrait appeler aussi des morceaux d'âme dans le chamanisme. Là, il y a un lien quand même qui est subtil. Lequel? Dans le chamanisme, en fait, les chamans, quand ils vont guérir les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les morceaux d'âme. Ils considèrent qu'en fait, les âmes sont parties, les morceaux d'âme sont partis, et qu'ils vont reconstituer l'être dans sa totalité entièrement. Et là, en fait, Osiris est dans le même état, c'est-à-dire disséminé. Donc Osiris va chercher l'ensemble des morceaux et va le reconstituer. Alors, chose assez drôle, c'est que dans tous les morceaux qu'elle va reconstituer, il manque, à votre avis? Horus. Non, il manque le phallus. Ah. Mais bon, l'histoire est comme ça, je l'invente pas. Vous auriez pu le poser cette question à François, oui. J'aurais pas su répondre. En revanche, je sais comment ils ont été reconstitués, les morceaux. Ah, comment? Par la momification. Ah, parce que c'est le procédé exactement. que les anciens Égyptiens utilisaient, pas uniquement pour conserver le corps, mais pour rassembler les 3 morceaux d'âme qui s'étaient éparpillés lors de la mort. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui sert à Osiris. C'est pour ça qu'Osiris, on a une vision d'abord non momifiée, et qu'à partir de la fin de ce mythe, Osiris apparaîtra tel qu'on le voit, momifié, assis, siégeant pour son tribunal, permettant, comme je le racontais tout à l'heure, aux défunts de traverser ou pas vers l'au-delà. Exactement, exactement. Et donc cette partie importante, Le phallus. Donc voilà, Isis le reconstitue elle-même. Et là, elle va se mettre sur Osiris. Je n'ai pas vu les détails, on ne les a jamais montrés. Elle va déployer ses ailes, et là on peut faire l'analogie avec les ailes du caducée, et elle va enfanter... on peut revoir l'antenne d'ailleurs. Elle va enfanter Horus. C'est ça. Qui est devenu le dieu de la régénérescence, le dieu de la lutte contre le mal, etc. Un dieu extrêmement connu en Égypte et puis vénéré. Et donc, à ce moment-là, elle va créer le roi le plus important de l'Égypte. D'accord. Voilà. Alors justement, Horus, on le voit aujourd'hui, tout le monde le porte en collier, en bague, etc. C'est un protecteur, c'est un symbole protecteur, Horus. Oui, parce qu'en fait, l'œil d'Horus est un symbole... L'œil, qu'on peut voir derrière l'antenne. L'œil d'Horus est protecteur, c'est un symbole protecteur parce qu'en fait, Horus s'est battu une nouvelle fois contre Seth pour venger son père Osiris, et Tho, le dieu de la connaissance, quand il a perdu son œil, c'est-à-dire Horus a perdu son œil, a remplacé l'œil d'Horus, Tho a remplacé l'œil d'Horus par un œil dans lequel il a donné de la magie. Et donc c'est pour ça que l'on dit que cet œil, en fait, il est magique et il est protecteur. Voilà. Alors si on rassemble Osiris, Horus, le caducée, quelle est la quintessence du message qu'on pourrait entendre aujourd'hui et qu'on pourrait appliquer dans notre vie pour être plus heureux? Parce que finalement, tout le but de votre livre, La conscience éveillée, c'est étudier les mythes et les symboles, les ramener à notre époque pour les intégrer. Oui, comment faire alors? Parce que là, c'est très beau, ce mythe que vous nous racontez, mais finalement, ça nous amène où? Alors, en fait, ça nous amène à, premièrement, il faut trouver l'harmonie en nous. Se connaître, savoir où on va, qui on est, dans quel monde on vit et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, et aller vers cette voie. Donc ça, c'est le yin et le yang. Et après, il y a cet aspect transmutation, transformation. Et cette transformation va finalement retirer tous les masques. Et elle se fait dans la douleur, cette transformation? Alors, elle se fait à la fois dans la douleur, puisqu'en fait, c'est une guérison des blessures. Moi, je suis passée par là, malgré moi. C'est une guérison des blessures que l'on a, c'est-à-dire de l'ego. En fait, elle va retirer toutes les peaux de l'ego. Ce qui fait que finalement, on va devenir soi. Et c'est le fameux, les profondeurs du soi, de Jung. C'est-à-dire, on devient soi en retirant toutes ces peaux,
toutes les blessures et donc on évolue avec notre yin et notre yang finalement bien présents. Et donc c'est pas si douloureux que ça parce qu'on commence à s'éveiller et on sait que ces blessures, elles vont nous faire du bien. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est que Seth, donc celui, donc un peu le méchant, hein, qui est dans l'ego, il sert aussi la cause, quelque part. Alors, c'est comme ça que Horus va exister. Oui, alors en fait... Les ennemis sont aussi nos... C'est ça que je suis en train de... Oui, c'est très juste. Hein. C'est très juste. C'est très participe juste. de la transformation. Exactement, voilà. Parce que... Rien n'est à rejeter. Rien n'est à rejeter, parce que Seth représente l'ego et représente finalement cette part un petit peu négative, mais on l'a en nous. Et il faut aussi l'accepter. Il faut aussi accepter ses blessures. Il faut accepter ses défauts. Et même l'ego, qui peut être une protection parfois. Il faut accepter l'ego, puisque l'ego, justement, peut nous aider à nous protéger. Des fois, être yang, ça nous aide aussi à nous protéger contre la faiblesse du yin. Donc, ça dépend des moments. Mais effectivement, l'ego a un rôle. Par contre, il faut qu'il reste à sa place. Hein, l'inconscient yin, lui, doit pouvoir prendre sa place. Et dans notre monde actuel, c'est très compliqué. Que le yin et que l'inconscient puissent enfin prendre sa place. Le yoga va aider, la méditation, toutes ces thérapies en fait qui permettent de rentrer en soi, le qigong, enfin voilà, ça va amener cette énergie intérieure de soi-même. Et c'est ça qui est important, surtout aujourd'hui. C'est ça qui vous a donné, enfin qui vous a réenraciné peut-être ou enraciné. Alors moi, j'ai eu ce moment d'éveil que vous avez vécu. Oui, alors j'ai eu une période très yang avant, et puis j'ai eu une période très yin, c'est-à-dire que j'étais vraiment montée, je planais, c'est-à-dire je n'étais plus sur terre. Et là, mon mari me dit non mais là, ça va pas du tout. Et donc j'ai vécu cette période que je vois qu'on dit des fois, ils sont trop perchés, etc. Ça n'a pas duré très longtemps chez moi, mais je l'ai vécu. Et puis à un moment donné, j'ai un ami hypnothérapeute qui m'a fait revenir sur terre. Je lui ai dit là, ça va pas du tout. J'ai envie de prendre mon sac pour partir dans un ashram, donc il faut faire quelque chose. Et donc, il m'a fait une hypnose, donc il est allé chercher dans l'inconscient pour me rééquilibrer. Mais ça a marché tout de suite parce que j'ai passé le balai juste après en me réveillant. Mon mari est rentré le soir en me disant « Ah bah t'es revenue ». Comme quoi, c'est incroyable. Ce genre de thérapie, ça peut vraiment faire du bien pour trouver un équilibre. Alors, je vais revenir au mythe et au symbole, parce qu'on dit souvent que... ils ont un pouvoir énergétique. Par exemple, on a reçu des invités qui nous disaient que c'était important de méditer sur des sols où étaient inscrits des énormes mandalas. C'est bien d'en avoir chez soi, même un arbre de vie, hein, qu'on appelle aussi l'arbre de Séphiroth. Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que quelle serait l'explication? Est-ce que vous y croyez, vous, à ça? Alors, et même d'ailleurs, l'œil d'Horus protège. Oui. J'en ai un, moi. Oui, oui. Alors, moi, il y a déjà une chose, c'est que les symboles viennent... Oui, je parle chiffon aussi encore. On est dans le symbole. On est dans le symbole. Les symboles viennent d'il y a des milliers d'années. Ils ont été révélés par nos ancêtres, gardés, maintenus. Derrière, il y a une foi en ces symboles. Vous voyez, moi j'ai cette clé qui est la symbole de mon frère, il me l'a donnée avec énormément d'amour. Et pour moi, c'est un symbole que je garde toujours sur moi parce que c'est l'amour de mon frère qui est là en fait. Et le symbole, c'est ça. C'est grâce à la foi. Alors quand je dis foi, je ne parle pas forcément d'aller dans une église, une synagogue, ou voilà. C'est ce qu'on met dedans. Voilà, c'est ce qu'on met dedans. C'est-à-dire, les symboles nous parlent. Et quand on commence à creuser dedans, ils nous parlent. Et donc l'œil de Horus, à partir du moment où il nous parle, il y a une énergie qui se met. Mais vraiment, on la sent. Il y a une énergie profonde qui se met. Et donc on peut dire, effectivement, ça peut être énergétique. Parce qu'après, vous savez, c'est la pensée positive. Et la pensée positive, c'est des vibrations positives. Et ça attire des choses positives. Et ça, la science est en train de le prouver, en fait. Hein. Le verre à moitié plein, on attire des choses très positives. Parce qu'on est dans cette... Quand on est amoureux, vous voyez, quand on est amoureux, mais il peut faire noir, il peut faire François, gris, il peut neiger, il peut y avoir plein de choses. C'est toujours l'exemple de cette émission. Hypersensibilité. Regardez François, c'est un hypersensible. Bon. Alors François, quand il est amoureux, mais voyez, là, il n'y a rien de négatif qui peut arriver. Et même si le monde s'écroule, on est dans une énergie positive. Ben, c'est pareil, les symboles, quand on y croit, quand on est dans cette foi-là. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de faire un parallèle sur Kung Fu Panda de Disney? C'est ça? Mais non, mais le mandala, en fait, il n'a aucune valeur. C'est quand il commence à avoir la foi qu'il se réveille. C'est ça. Le mandala. Oui, c'est ça. Regardez ce dessin animé, vous verrez. Je regarderai ce week-end. Kung Fu Panda. C'est ça. Donc en fait, finalement, c'est pas énergétique. Mais si je mettais un mandala chez moi,
Mais si je n'y crois pas, bah, en fait, finalement... Ça ne sert à rien. Oui. Et Mais ça va par pas contre, m'envoyer si quelque vous- chose. Voilà. Par contre, si vous y croyez, et si vous a formé, rationnel, hein. informé à ça, ça peut effectivement avoir un sens pour vous. Ouais. Donc dans ces cas-là, effectivement, bon, ça a du sens. C'est passionnant. On va passer tout de suite à l'arbre de vie, l'arbre de Séphiroth, hein, un symbole puissant de la Kabbale, hein, donc bien sûr inspiré du judaïsme. Oui. On va le voir à l'antenne, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous le décrire? Alors, il existe énormément de livres hein, sur ce sujet, hein, rien que sur Oui. ce symbole. Alors, en quelques minutes, on va pas avoir le temps Non, de non, parce que véritablement c'est très développer, mais déjà en extraire peut-être l'essentiel. Alors déjà, là, vous l'avez vu sur la fleur de vie, hein, fleur de vie qui est un symbole à la fois spirituel et mathématique. Je passe les détails, mais... Pourquoi Alors, mathématiques? Parce qu'il est géométriquement parfait. En fait, quand on regarde tous ces points, c'est le nombre d'or. Et c'est incroyable, il a été apposé il y a des milliers d'années sur le temple d'Osiris, hein, et il est mathématiquement parfait. Et il a été gravé sur une colonne. Donc c'est absolument extraordinaire. J'en parle d'ailleurs dans le premier livre. Ça m'a... Et c'est pour ça qu'après j'ai continué aussi les recherches. Et donc cet arbre de Séphiroth, il est incroyable de sagesse et de compréhension. Par contre, il est extrêmement compliqué, donc on va aller assez vite. Je dirais On a un peu de temps quand même, allez-y. Parce qu'on le lit dans quel sens? Mais c'est ça Alors, en fait, parce que il y a deux tout est sens. relié. Il y a deux sens. Il y a d'abord, je dirais, la conscience éveillée, donc la lumière. En fait, ils disent que la lumière descend par la couronne. Elle arrive, finalement, le chakra coronal. Bah oui. Donc, la lumière descend par la couronne. Elle va aller irriguer toutes les sphères que vous voyez, hein, l'intelligence, la sagesse, la force, la miséricorde. Elle va aller irriguer toutes ces sphères pour les structurer et pour leur amener une structure, mais aussi détruire hein, tout ce qui n'est pas utile, donc tout ce qui représente l'ego. Donc elle va passer dans toutes ces sphères-là. D'ailleurs, dans l'arbre des séphiroth, il y a à la fois le yin et le yang. Vous voyez, il y a deux colonnes. Alors, je ne sais pas si on le voit là, mais l'intelligence, la force et la gloire, ça va être la colonne du yin. Et la sagesse, la miséricorde et la victoire, ce sera la colonne du yang. Et donc, en fait, cette lumière va descendre. Et en parallèle de ça, l'être humain, le yang, lui, va monter dans toutes les sphères. Donc ça, c'est au moment où on est au début de l'arbre du caducée, on est en harmonie, et là, le yang va pouvoir monter. Donc il va apprendre. Alors, est-ce que je peux revenir sur comment introduire finalement l'arbre de Séphiroth? C'est-à-dire, à quel moment ils ont décidé de dessiner cet arbre et dans quel sens en fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous donner Alors, je pense que ce sont des clés de l'éveil. D'accord. Ce sont des clés qui sont magistrales, parce que là, je vous en donne vraiment la quintessence. Qui l'a dessiné? Ah, je ne sais pas. Des sages C'est des sages, oui, non, mais c'est des sages. On n'a pas de source exacte hein, sur qui l'a dessiné. Il faut cocher les cases. Il faut dire là, j'en suis là, Alors, là, j'en suis là. C'est très ça qui est intéressant. Et dans le intéressant. livre, je détaille justement ces cases. Et donc, dans ce symbolisme, en fait, quand la lumière va passer dans une sphère, elle va structurer et retirer l'ego. Et quand le yang va arriver dans cette sphère, eh ben, le yang va apprendre. Vous voyez, il va apprendre, par exemple, le yang, il va pouvoir apprendre la sagesse. Donc ça, c'est une carte de l'éveil, on est bien d'accord. C'est une carte de On pourrait dire l'éveil. ça. Et donc, je l'ai chez moi, par exemple. Comment je l'utilise aujourd'hui? Comment l'intégrer? Eh ben, vous allez l'intégrer, c'est-à-dire que vous allez vous considérer comme vous êtes harmonieux, hein, que vous êtes dans l'harmonie. D'accord. Vous allez être au niveau du royaume. Ok, d'accord. Donc vous L'ancrage. êtes là, ancrage, vous êtes bien sur terre et vous allez passer des étapes qui vont vous transformer, tel le serpent, qui vont vous... D'ailleurs, on voit, hein, l'arbre de Séphiroth est souvent représenté avec un serpent aussi. Donc, Qui ondule, oui. Voilà, qui ondule et qui va vers le haut. Vous allez passer dans les sphères vont vous transformer. Donc le yang, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre des choses. Il va voir que ça, à travers ses expériences, hein, il va voir que ça c'est inutile, qu'en fait il faut pas être comme ça sert à rien. C'est pas la peine d'être trop yang, d'être trop, parce que finalement ça lui apporte rien. Et en fait il va devenir lui-même. Et sur toute une vie, en fait. Et sur toute une vie, des fois sur un peu moins de temps, et des fois, on parle de plusieurs vies. Oui, des fois c'est compliqué, hein, parce que bon, il y a cette déstructuration de l'ego, et c'est pas simple. Hein, vous savez, quand on est dans le travail, etc., et même si on fait un travail qui ne correspond pas, souvent on se dit non mais je vais rester là parce que j'ai peur. L'homme a peur.
Et la peur, c'est les blessures, et la peur, c'est l'ego, c'est 7. Et en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce symbole, c'est qu'ils nous font passer par une acceptation, finalement, de tous les pôles qu'on pourrait vivre ou qu'on a en soi, puisqu'en fait, ces symboles ne disparaissent pas. On transcende, on illumine de la couronne jusqu'au royaume, si j'ai bien voilà, compris. alors, Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, si on a envie de l'intégrer dans notre vie quotidienne, parce qu'on se dit, ah, on a envie de retirer la colère, on a envie de retirer ceci, mais en fait, non, on peut illuminer, finalement. En fait, la lumière va illuminer, va nous aider. La confiance en la vie, la foi en la vie va nous aider à retirer ce qui ne va pas, va restructurer l'être. C'est comme si on nous disait, finalement, il y a le moi, de Carl Gustav Jung, il y a le moi, avec tout son ego et tous ses masques, et d'un seul coup, on va tout retirer. Et là, la lumière va nous aider à retirer ça, déstructurer. Et moi, je vais avancer. Et par mes expériences de Jung, je vais apprendre à vivre l'expérience de retirer tout ça. Donc c'est tout un cheminement qui se fait, chacun va le faire comme il veut, à travers ces 32 chemins, vous voyez, tous ces chemins qui sont là. Et donc, on va passer par la victoire. Par exemple, la victoire, c'est quoi? C'est j'ai la victoire, je détiens la victoire. Finalement, le Yang va se reculer un petit peu. La victoire, c'est de la victoire sage. C'est une sagesse. C'est pas je suis dans mon ego, j'ai réussi. Dans la victoire, c'est j'ai réussi à passer un message important. J'ai réussi à être bienveillant avec l'autre. Voilà, c'est la sagesse en fait. Et derrière, il n'y a que des sphères de sagesse. Et c'est extrêmement intéressant pour se ressourcer, pour comprendre qui on est et pour savoir dans quel chemin on est et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et pour ça, il faut déjà s'équilibrer. C'est passionnant, merci beaucoup Aurore Larcher. La conscience éveillée, c'est le titre de votre dernier livre. Il faut en savoir plus justement pour explorer tous ces mythes, ces symboles qu'on n'a pas tous pu voir. Et justement avec l'œil d'Horus sur la couverture. Et puis la maîtresse originelle, c'est votre premier livre. Le premier, quand oui. vous vous êtes éveillé du jour au lendemain dans votre jacuzzi. Et là, j'aime beaucoup l'anecdote du jacuzzi quand même, c'est génial. Et là où votre corps astral, vous le disiez, était parti. Oui. Et vous l'avez écrit finalement comme si vous aviez la connaissance. Juste après. Je l'ai écrit très très vite, comme le deuxième d'ailleurs. Voilà. En un mois et Je vous demi. l'offre, François. Vous l'offrez avec grand plaisir. Vous allez adorer ça. Merci, oui, je vais adorer. Je pense qu'il y a des choses... Aurore Larcher, merci d'être passée nous voir de si loin, en plus de Martinique. Vous les embrassez tous. On vous embrasse parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder en Martinique. On reçoit beaucoup de messages de vous. Oui. Merci beaucoup. François, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et non, j'ai oublié la phrase qui fait du bien. C'est pour ça que je vous regardais. Il n'y a pas de phrase. Il faut me le dire, François. On est en famille. On n'a plus le temps de faire la phrase. Mais non, pour on ça. a toujours un peu de temps. Voilà. Alors, je pioche. C'est un téléspectateur qui nous a envoyé sa petite phrase d'un auteur. Il a mis son département avec son nom. N'hésitez pas à les citer. Ça s'appelle une fausse sortie. C'était une fausse sortie, voilà. Merci. Tellement symbolique. Alors, On vous écoute. j'y vais. La beauté est dans le regard de celui qui regarde. Oscar Wilde. C'est magnifique. Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. C'est d'Albert Einstein. Ah oui, mais complètement. Et c'est Aline de Biarritz qui nous a envoyé la phrase. Magnifique. Et vous? Moi, c'est Alain de Nice. Alain de Nice, qu'on embrasse très fort. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Et c'est Socrate. Ah. Par Jean de Saint-Denis. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec bonheur. Et j'ai pas fait la rime. Non, mais vraiment, c'est pas hasard. Et je vous souhaite de vous faire du bien, beaucoup de bien.